Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Le Burkina Faso dénonce une coalition internationale le visant. Ce sont les propos tenus par le ministre de la Défense mercredi lors d'une rencontre avec la société civile burkinabé sur les actions engagées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Rwanda est endeuillé. Dans la nuit de mardi à mercredi, de violentes pluies se sont abattues sur l'ouest et le nord du pays, ce qui a provoqué la mort de plus d'une centaine de personnes. Un premier bilan provisoire est de 127 décès. Et un détour par le Sénégal en fin d'édition. Dans le pays, la pêche artisanale connaît une crise qui perdure depuis quelques années. En cause, la surpêche industrielle pratiquée par les navires chinois. Face à la crise, les pêcheurs locaux réclament la transparence sur les activités de ces bateaux. Au Burkina Faso, le ministre burkinabé de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly, dénonce une coalition internationale contre son pays. Les autorités du pays disent ne pas comprendre l'attitude de certains partenaires internationaux face à la lutte contre le terrorisme au Burkina. Déclaration faite à l'occasion d'une rencontre d'information avec la société civile burkinabé. Mathieu Nicolas. Il y a vraiment une coalition internationale contre le Burkina Faso actuellement. Et ça, on doit le comprendre. Nous avons actuellement beaucoup de violations de notre espace aérien. Nous prévenons. Cette déclaration intervient alors que le Burkina Faso est toujours sous le choc du massacre de Karma survenu le 20 avril. Face à la multiplication des actes terroristes dans le pays, mercredi, le ministre de la Défense a réuni les acteurs de la société civile autour des actions engagées par les autorités pour venir à bout du djihadisme. À l'occasion, Kassoum Koulibaly a dénoncé une coalition internationale non identifiée contre son pays et des violations de l'espace aérien burkinabé. Le gouvernement du Burkina Faso s'estime abandonné par la communauté internationale et fustige un double langage de certains pays partenaires. Nous le notons parce que même pas les différents actes qui se passent, dans presque tous les grands pays, dans leur constitution, leur documentation nécessaire, c'est dit que non, il faut combattre Daesh, quel que soit le lieu où ça se trouve. Il faut combattre AQMI. Mais je suis surpris que, par exemple, ces mêmes pays disent qu'au Burkina, les terroristes que nous avons ont des affiliations AQMI, Daesh, et ils n'interviennent pas. Face aux rumeurs persistantes de la présence de Wagner sur le sol burkinabé, le ministre de la Défense s'est montré catégorique. Aucun mercenaire de la compagnie paramilitaire russe n'intervient dans le pays. Ils ont dit Wagner, soyez sûr, il n'y a aucun militaire, aucun membre de Wagner au Burkina Faso. Nous sommes en train d'agir par nos propres moyens actuellement. Peu de gens interviennent. Le Burkina Faso demande uniquement qu'on nous envoie des moyens pour que nous fassions cette barrage. On n'a pas besoin d'un soldat étranger, nous allons gérer notre affaire nous-mêmes. Le 23 janvier, les autorités du pays ont elles-mêmes demandé le départ des troupes françaises engagées aux côtés de l'armée nationale contre le terrorisme. Pour combler le vide, le gouvernement burkinabé, une opération qui a dépassé largement les attentes et permis de mobiliser plus de 90 000 volontaires à travers tout le pays. Les autorités burkinabées estiment n'avoir besoin d'aucune présence militaire étrangère, mais juste d'aide matérielle pour mener le combat contre le terrorisme. Et c'était un sujet de Mathieu Nicolas. Au total, 127 morts. C'est le bilan provisoire des inondations qui ont frappé l'ouest et le nord du Rwanda. Plusieurs provinces ont été durement touchées, de nombreuses maisons et infrastructures détruites. Et le bilan devrait évoluer. Sur place, les opérations sont en cours pour permettre l'évacuation des résidents des zones les plus touchées. On fait le point sur la situation avec Émeric Torroignan. De l'eau à perte de vue et des habitations détruites. Depuis 2 jours, après des pluies diluviennes, certaines régions du Rwanda offrent un triste paysage de désolation et un bilan humain tragique. Pour l'heure, au moins 127 personnes ont perdu la vie, un bilan qui pourrait encore évoluer. Ma femme se tenait près de la fenêtre quand l'eau est entrée. Elle est tombée et j'ai essayé de sortir mon enfant hors de la maison. J'ai été poussé vers le bas, mais par chance, je suis en vie, bien que ma jambe ait été blessée.
À l'origine de ces inondations et de ces glissements de terrain, des fortes pluies saisonnières, à Rabavou, les habitants ont été pris par surprise. La rivière Sebaya, qui se jette dans le lac Kivu, quelques kilomètres plus loin, est notamment sortie de son lit. Comme vous pouvez le voir, il ne me reste plus rien. Pas d'animaux, pas de maison. J'étais venue pour travailler, mais je suis saine et sauve. Les pluies saisonnières qui frappent l'Afrique de l'Est ont également été mortelles en Ouganda. 6 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain dans la région de Kisoro, dans le sud-ouest du pays, non loin de la frontière rwandaise, a annoncé la Croix-Rouge locale. Presque 2 semaines que le conflit au Soudan traverse un violent conflit armé. Dans ce contexte, mercredi, le secrétaire général de l'ONU a une nouvelle fois appelé au respect du cessez-le-feu par les belligérants. Dans un discours prononcé depuis Nairobi au Kenya, Antonio Guterres invite toutes les parties à faire passer les intérêts du peuple soudanais en premier. Mathieu Nicolas. À Khartoum, c'est le statu quo. Malgré l'annonce d'un accord de principe pour prolonger jusqu'au 11 mai une trêve jamais respectée, la capitale soudanaise est toujours en proie à des explosions et des tirs. 20 jours que l'armée et les paramilitaires se disputent le pouvoir au Soudan. 20 jours que c'est le chaos. Khartoum est en ébullition. Le Darfour brûle à nouveau et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déjà affirmé que plus de 100 000 personnes ont fui et 800 000 personnes pourraient fuir le pays dans les jours et les semaines à venir. Les combats doivent s'arrêter et s'arrêter maintenant. Chaque jour, les plus de 5 millions d'habitants de la capitale ne vivent plus qu'au rythme des bombardements, enfermés chez eux pour éviter les balles, sans eau ni électricité. Il est même compliqué de se procurer de la nourriture. L'aide humanitaire est urgente, mais l'accès au pays est rendu difficile par les conditions sur place. Mercredi, 6 camions de l'ONU qui transportaient de l'aide ont été pillés alors qu'ils se dirigeaient vers le Darfour. Une situation qui agace notamment l'ONU, qui exige à nouveau la fin des combats. L'aide doit être autorisée à entrer au Soudan et nous avons besoin d'un accès sécurisé et immédiat pour pouvoir la distribuer aux personnes qui en ont le plus besoin. Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégées et les travailleurs humanitaires et leurs biens doivent être respectés. J'appelle la communauté internationale à soutenir le peuple soudanais. Antonio Guterres appelle toutes les parties à faire passer les intérêts du peuple soudanais en premier. Pour l'heure, rien n'arrête les deux forces qui ont transformé Khartoum et une partie du Soudan en champ de bataille. Une lutte de pouvoir que l'ONU dit regretter avoir échoué à éviter. Depuis le 15 avril, au moins 550 personnes ont été tuées et 5000 blessées. Et nous évoquions cette problématique depuis le début du conflit au Soudan, l'afflux de réfugiés vers les pays voisins. Déjà plus de 100 000 sont partis à l'étranger. L'Égypte et le Tchad ont enregistré le plus d'arrivées pour le moment, mais un nombre conséquent de personnes se dirigent également au Soudan du Sud. Mathieu Nicolas pour les précisions. Le Tchad, l'Égypte ou encore le Soudan du Sud, depuis le 15 avril et le début des affrontements au Soudan, des centaines de milliers de personnes ont fui vers ces pays frontaliers. Et ils sont de plus en plus nombreux à le faire, d'autant que jusqu'ici, aucun cessez-le-feu n'a été vraiment respecté. L'aide humanitaire est urgente, mais elle est bridée. En déplacement à Port-Soudan, le responsable de l'ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, alerte sur l'aide humanitaire trop insuffisante au Soudan. Je suis venu ici aujourd'hui pour témoigner par cette visite de la solidarité que l'ONU porte au peuple soudanais, surtout en ces temps extraordinairement difficiles. Ma responsabilité concerne l'opération humanitaire. Et donc aujourd'hui, j'ai eu des rencontres et des discussions avec des responsables d'agences humanitaires du système onusien, avec des ONG internationales et peut-être plus important encore, et le plus important, avec les représentants des Soudanais, des ONG et de la société civile soudanaise.
À terme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'attend à ce que plus de 800 000 personnes s'exilent à l'étranger. C'est quasiment autant que le nombre de réfugiés présents au Soudan. Et les besoins sont énormes. Des familles entières se retrouvent dans des camps de fortune où le manque d'infrastructures, d'eau potable et de nourriture est présent. Pour l'ONU, la situation doit changer au plus vite. Numéro 1, des accords clairs et définitifs, des engagements écrits et publics des parties pour protéger le mouvement des fournitures humanitaires, des travailleurs humanitaires, pour arrêter le pillage qui se produit des stocks humanitaires afin que les agences d'aide puissent faire leur travail qu'elles savent le mieux. Et numéro 2, la générosité de la communauté internationale des gouvernements du monde entier pour subvenir aux besoins du peuple soudanais qui connaît tant de souffrances et de telles difficultés en ce moment. 30 000 au Tchad, 40 000 en Égypte et plus de 20 000 au Soudan du Sud. Les réfugiés continuent d'affluer dans les pays voisins du Soudan pour fuir le chaos. Ce jeudi, les Nations Unies ont appelé à fournir un soutien de 445 millions de dollars pour gérer la vague croissante de réfugiés en provenance du Soudan et pour répondre à l'aide humanitaire pendant une période de 6 mois. Au Bénin, le président Patrice Talon a ordonné une enquête après des attaques qui ont coûté la vie à une douzaine de personnes dans le nord du pays. Le gouvernement a dénoncé des actes criminels. Pour rappel, dans la nuit de lundi à mardi, 7 villageois ont été égorgés dans la commune de Kérou, une partie du pays qui subit régulièrement des incursions de groupes djihadistes. Mercredi, à l'occasion d'un point presse, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Hungbeji, a présenté au nom du président ses condoléances aux familles éplorées. Après ce drame, écoutez-le. Il y a eu très certainement un manquement dans la chaîne des opérations pour que les forces de défense et de sécurité se déploient de façon préventive afin d'éviter cela. Et c'est ça qui choque davantage et qui fait que le président de la République a demandé instamment qu'une mission d'enquête soit diligentée sur le terrain pour apprécier les circonstances réelles de la survenue de ce drame et pour, conséquemment, en tirer les leçons et aussi mettre en branle les mesures de sanction à l'égard de tous les responsables. Initiative, un réseau de jeunes universitaires camerounais a mis sur pied un salon national de l'emploi et de l'économie verte. Rendu à sa 2e édition le 10 mai prochain, cette exposition présentera aux étudiants, chercheurs d'emploi ou même retraités les différentes opportunités qu'offre ce domaine. Pour ces jeunes, les métiers de l'économie verte peuvent contribuer à faire reculer le taux de chômage qui est estimé à 6,1% selon les derniers chiffres. Chimène Baleba, Pierre Parfenongo et Siangui Joy. Valoriser l'économie verte, c'est ouvrir d'autres fenêtres pourvoyeuses d'emplois dans ce pays où le taux de pauvreté stagne aux alentours de 40%. Ces jeunes universitaires ont fait de cela leur cheval de bataille. Ils renouvellent l'organisation du Salon national de l'emploi et de l'économie verte, où étudiants et chercheurs d'emploi sont initiés à ces activités qui promeuvent l'exploitation des ressources naturelles tout en protégeant l'environnement, à l'instar de la transformation des ordures ménagères en produits bio ou écologiques. Les domaines verts et non porteurs, à savoir l'agriculture durable, les énergies vertes, les technologies de l'information et de la communication au service du développement durable, l'éco-construction ou l'habitat durable. Cet événement devient donc de plus en plus un rendez-vous majeur pour les populations, surtout les jeunes, en matière d'emploi et d'orientation académique. La toute première édition en 2022 avait permis à plusieurs bacheliers de découvrir les filières et débouchés liés à l'économie verte. Elle a regroupé près de 800 participants venus des 10 régions du Cameroun. On a eu l'obtention des stages, on a eu l'obtention des emplois, on a eu des associations entre différentes start-up. Pour intéresser davantage la jeunesse à ces métiers de l'avenir, un prix de l'innovation récompensera le meilleur projet sur l'étendue du territoire. Comme autre innovation, on peut citer l'existence d'un prix de l'innovation verte qui a été lancé pour encourager la création d'emplois et l'innovation.
La transition de l'économie linéaire vers l'économie verte figure déjà dans l'agenda de plusieurs pays africains. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a donné le coup d'envoi des travaux de construction d'une centrale électrique biomasse au sud-est du pays. Elle permettra de produire de l'énergie à partir de 520 000 tonnes de déchets issus des troncs et des feuilles de palmier. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale est réalisé par Noën Dong et monté par Ahmed Chignon. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa se rendra vendredi à Bujumbura, au Burundi, pour participer au 11e segment de haut niveau du mécanisme régional de surveillance de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et région des Grands Lacs prévu du 4 au 6 mai. Le sommet se déroule dans le contexte de la détérioration de la situation politique et sécuritaire dans l'est de la RDC, causée par une résurgence du mouvement M23 qui a conduit à des tensions entre la RDC et le Rwanda. L'accord vise à mettre fin au cycle de conflits dévastateurs dans l'est de la RDC et à s'attaquer aux causes profondes des conflits dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Le Gabon et la Sierra Leone ont signé l'accord d'établissement qui permet l'adhésion au fonds de déploiement des exportations en Afrique. Ces deux pays rejoignent une dizaine de pays signataires, dont le Togo ou encore le Kenya et le Tchad. Avec les nouveaux adhérents, le FEDA va élargir la portée de son intervention pour fournir à long terme aux économies africaines dans le domaine de l'industrie, du commerce intra-africain et des exportations à valeur ajoutée. Le FEDA, filiale d'investissement de la Banque africaine d'import-export, a été créé en vue de faciliter les flux d'investissements directs étrangers dans les secteurs du commerce et de l'exportation en Afrique et pour combler le déficit de financement par capitaux propres dans les secteurs liés aux exportations. Le porte-parole de la Maison-Blanche a refuté ce jeudi toute implication de Washington dans l'attaque de drones sur le Kremlin mercredi. George Kirby a accusé le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, de mentir purement et simplement dans une attaque présumée de drones ukrainiens que Moscou affirme avoir déjoué. Moscou affirme avoir intercepté 2 drones ukrainiens visant le Kremlin, dénonçant une tentative d'assassiner le président Vladimir Poutine. Kiev a nié toute implication et Washington a mis en doute les accusations russes. L'attaque de drones au-dessus du Kremlin a suscité de nombreuses questions et ravivé les tensions dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Emmanuel Macron continue les visites de terrain. Ce jeudi, le président français a détaillé depuis un lycée professionnel de Saintes en Charente-Maritime une réforme dont il souhaite qu'elle permette d'augmenter la durée des stages. Concrètement, cela passera par une indemnisation des stages, une rémunération des enseignants et une refonte de la carte des formations. Le chef de l'État est ensuite allé à la rencontre des élèves du lycée Bernard Palissy où il se trouvait. Écoutez-le. Les fédérations professionnelles ont pris la peine d'être ici pour aussi marquer l'engagement collectif de la nation derrière le lycée professionnel. Ce n'est pas simplement une réforme dont je suis venu parler aujourd'hui et sur laquelle nous travaillons depuis maintenant 1 an avec les ministres. Je dirais que pour moi, c'est une cause nationale. Parce que je crois, comme vous, dans le lycée professionnel. Je pense que les élèves qui sont là ont toutes les raisons d'être fiers d'être dans ces voies. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi soir aux Pays-Bas pour une visite inattendue, lors de laquelle il a visité la Cour pénale internationale qui a émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. À cette occasion, le président ukrainien a réclamé depuis La Haye la création d'un tribunal international spécial pour appeler à une justice à grande échelle et non pas à une impunité hybride. Écoutez-le. Je suis heureux d'être dans votre pays fort maintenant, le pays de la liberté et de la justice, qui sont des valeurs universelles. Et c'est de ces choses que je parlerai aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr, nous voulons tous voir un différent Vladimir ici à La Haye, celui qui mérite d'être condamné pour ses actes criminels. Ici même, dans la capitale du droit international. Et je suis sûr que nous verrons cela se produire lorsque nous gagnerons. Et nous gagnerons.
Au Sénégal, la pêche artisanale connaît une crise qui perdure depuis quelques années. En cause, la surpêche industrielle pratiquée par les navires chinois. Face à la crise, les pêcheurs locaux réclament la transparence sur les activités de ces bateaux au large des côtes de leur pays. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Igor Couton. Au niveau du quai de pêche de Yoff, connu pour être l'un des plus grands sites de vente de poissons frais à Dakar, les pirogues sont immobilisées. Et sur les étalages, très peu de poissons. La cause, la raréfaction des ressources halieutiques. Quelques kilomètres plus loin, sur la plage de Soumbédioune, le constat est le même. Actuellement, on ne trouve pas suffisamment de poissons comme avant. Avant, il y avait beaucoup de poissons, mais maintenant, il n'y en a pas de poissons. Le poisson devient rare maintenant. Même s'ils admettent que les effets du changement climatique contribuent à la diminution des poissons, ces pêcheurs pensent que les navires étrangers sont les principaux responsables de cette situation. Les bateaux de pêche qu'on a utilisés pour pêcher ici au niveau du Sénégal, on leur donne des utilisations qui est anormale. Ils pêchent les poissons comme ils le veulent, ils les saccagent. C'est ça le problème. La nuit, ils descendent en bas, ils pêchent ce qu'ils veulent. Avant l'aube, ils partent en haute mer. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. On leur donne les licences. On doit les contrôler. Pour l'autorité de la surveillance de la pêche, tous les acteurs de cette filière, y compris les pêcheurs dits artisanaux, ont une responsabilité dans la diminution des ressources. C'est la pêche de manière générale, parce que chaque sous-secteur a ses propres responsabilités. En réalité, il y a le nombre de navires ou bien le nombre de pirogues pour la pêche artisanale vraiment qui est très élevé. Et en plus de ça, du nombre, il y a ce qu'on appelle les types de pêche qui sont utilisés. Des fois, il y a des types qui ne sont pas réglementaires ou bien des types de pêche même qui détruisent les habitats et l'écosystème. En vue de limiter la disparition de certaines espèces de poissons, l'État associe désormais les associations de pêcheurs à la mise en place de nouvelles réglementations pour la protection des espèces menacées d'extinction. C'est une œuvre d'art qui s'étend sur 525 mètres carrés et qui orne désormais la façade de l'ex-hôtel du port de Cotonou au Bénin. Son inauguration a eu lieu mercredi et sur la fresque, comme vous pouvez le voir, 12 personnes, chacune représentant une religion différente. À en croire Eduardo Cobra, l'auteur de cette fresque. C'est symbolique car il y a 12 départements dans le pays et les 12 personnes regardent toutes dans la même direction, symbole d'unicité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télésud.